Frédéric Dabi, je vous cède la parole, directeur général opinion de l'IFOP. Vous allez nous présenter quelques enseignements sur le rapport qu'entretiennent les Français aux enjeux de l'énergie. Et je me permettrai de me rapprocher de vous à 1 minute de la fin. C'est-à-dire à 11 minutes. Oui, voilà. 11 minutes, bien négocié. Bonjour à toutes et tous. Merci, cher Emmanuel, pour votre invitation. Je vais peut-être vous laisser vous installer. Oui, mais je m'y lance. Merci, cher Emmanuel, pour votre invitation. Quelques éléments sur l'état de l'opinion à l'égard de l'énergie à travers des enquêtes réalisées par l'IFOP systématiquement en 2025. 2025, un moment particulier de décrispation relative de l'opinion publique par rapport aux tensions qu'on avait vues notamment avec le coût de l'énergie en 2022-2023. Quelques éléments et d'abord une partie introductive sur l'état d'esprit des Français, sur les enjeux prioritaires à leurs yeux, une question que l'IFOP pose depuis une vingtaine d'années pour Sud Radio et LCI, les thèmes prioritaires pour les mois qui viennent. Derrière, la santé qui est toujours le premier enjeu depuis 2019, anté-Covid, on est frappé quand on regarde cette hiérarchie. Cette hiérarchie, on l'a mis en rouge, mais vous l'aviez vu, s'agissant de la prégnance de la question du pouvoir d'achat, cité à travers la hausse des prix et l'inflation. On ne dira jamais à quel point il y a eu un choc chez les Français en 2022-2023. On pensait que l'inflation, c'était de l'histoire ancienne. Lors du premier et du second choc pétrolier, il y avait eu quelques petites tensions en 2008 après la crise financière, mais ça a profondément bouleversé les Français et bien sûr le relèvement des salaires et du pouvoir d'achat. On voit la prégnance de la thématique pouvoir d'achat. Deux remarques, je ne vais pas détailler tout vu le temps qui m'est imparti, mais on regarde toujours l'articulation pouvoir d'achat-chômage. En 2018, à cette même question, le chômage était la première préoccupation des Français. Elle est en février 2025 la 12e. On voit à quel point le prisme, là, il y a une mutation dans le regard des Français. L'injustice, alors même que le chômage remonte, l'injustice pour l'opinion, ce n'est plus être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal. Deuxième remarque, vous le voyez, la place plutôt en déclin de la question de la lutte contre le dérèglement climatique et de la protection de l'environnement. Alors, 50% juge quand même que c'est un enjeu tout à fait prioritaire. Pour autant, on voit deux effets pervers dans le discours des Français, ce que j'appelle un effet « c'est foutu, c'est inéluctable, il est trop tard pour agir », et un effet que j'avais appelé « messieurs les Anglais, tirez les premiers », des Français qui nous disent « je fais déjà beaucoup d'efforts en matière de lutte contre le dérèglement climatique, c'est aux Allemands avec leurs centrales à charbon, c'est aux Chinois, aux Américains ou aux Russes ». C'est un signal faible, mais c'est cité par les Français dans les enquêtes qualitatives. Dans ce contexte de très forte prégnance du pouvoir d'achat, comment les Français évaluent l'impact de leur facture énergétique sur celui-ci? On voit très bien qu'on n'est plus dans la tension des années 2022-2023. Quand on revient sur la vague inflationniste, on voit une certaine mise à distance. Il n'y a que, si je puis dire, 53% des Français qui considèrent que l'inflation est liée au problème de l'énergie. C'est une enquête IFOP-NJ qui a été menée en février 2025. Ce chiffre, quand on le posait des questions en 2023-2024, systématiquement, dans nos enquêtes qualitatives, on reliait l'inflation avec l'énergie. 53%, il n'y a pas de catégorie spécifique qui se détache. Les diplômés du supérieur, les classes moyennes et les classes populaires sont un peu plus nombreuses à mettre en avant ce lien entre inflation et problème de l'énergie, mais clairement, il y a cette décrispation dont je parlais au début de mon propos. Pour autant, quand on interroge les Français sur la question qui fâche, l'évolution du montant de sa facture d'électricité ou de gaz, très clairement, il y a un constat à la fois massif et analogue, quelle que soit sa facture, qu'elle concerne le gaz ou l'électricité. Vous le voyez, 83% des Français ont constaté une hausse en un an de leur facture d'électricité, 84% le gaz, 46% même une hausse importante pour l'électricité, 53% pour le gaz. Ça se passe de commentaires, c'est massif, quelle que soit la catégorie de population. Et au cœur de ce lien énergie-pouvoir d'achat, on remarque des chiffres un peu frappants et poignants, une part non négligeable de Français qui déclarent renoncer à différents achats du fait de leur facture d'énergie. Alors, c'est du sondage, ce n'est pas la réalité, c'est une perception du réel, mais c'est le reflet d'une forme de souffrance quand on a un Français sur deux qui déclare avoir renoncé à aller en vacances, 4 sur 10 renoncer à chauffer leur logement, notamment ceux vivant en maison individuelle, 39% à utiliser leur voiture. N'oublions pas qu'il n'y a pas que les métropoles, il y a 70% des Français qui utilisent quotidiennement leur voiture. On voit également l'impact sur la santé, 28% renoncer à des soins dentaires ou à des soins médicaux, c'est minoritaire, mais dans une logique d'extrapolation, ça avait bien sûr beaucoup de monde. Le chiffre, je dirais, ramassé, 4 Français sur 10 a renoncé souvent à une des dimensions dont je viens de vous parler. Alors pour autant,
cette priorité sur le pouvoir d'achat n'aveugle pas l'opinion au point d'éclipser une préoccupation toujours forte sur les questions environnementales et énergétiques. Une autre question, moins sur les priorités que sur les préoccupations des Français, posée en avril dernier pour Engie. On retrouve la dimension pouvoir d'achat, on retrouve la dimension sécurité, ce n'est pas notre propos du jour, mais jamais cette thématique a été aussi prégnante et, je dirais, intense dans le discours des Français, avec maintenant cette dimension drogue et narcotrafic. On retrouve également la dimension internationale, nous avons changé d'époque, l'époque où l'international n'intéressait que les cadres supérieurs, que les personnes à capital culturel élevé est terminée. Les Français ont pris conscience que ce qui se passe en Ukraine, rappelez-vous l'impact sur le prix de l'énergie, ce qui se passe dans le bureau ovale a un impact concret sur leur vie quotidienne. Et là, on voit dans les préoccupations à quel point la souveraineté énergétique de la France, alors ça a commencé au moment du Covid, comme l'a dit Emmanuel Vargon, c'est à la frontière, des questions d'énergie, des questions de tensions internationales. Et ces dimensions-là, ainsi que le changement climatique, sont citées à un niveau non négligeable, sont moins reléguées que dans la question précédente. Des questions énergétiques dans ce cadre qui sont jugées importantes, voire prioritaires. C'est une priorité majeure pour presque un Français sur deux. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de fracture selon les générations, pas de différence forte entre la gauche et la droite, et seulement 4% considèrent que ce sont des questions énergétiques qui ne sont pas du tout importantes. Clairement, malgré la prégnance pouvoir d'achat, on voit à quel point ces questions intéressent et marquent parce qu'elles sont à la frontière de plusieurs dimensions. Quand on rentre maintenant sur la question de l'énergie, deux dimensions. D'une part, les Français soutiennent la transition et bien sûr sont massivement favorables au développement des énergies renouvelables. Quand on s'intéresse à une cote, si je puis dire, de popularité de ces énergies, on a un score très élevé, 84%. 26% même qui ont une très bonne image, notamment les plus jeunes, notamment les habitants des grandes métropoles. La part de ceux qui ont une très mauvaise image est absolument marginale. 2%, on peut parler de code d'opinion plébiscitaire. Et de la même manière, s'agissant de la hiérarchie des sources d'énergie appréciées le plus par les Français, vous le voyez, c'est très spectaculaire. Le bloc des énergies renouvelables arrive nettement en tête avec des scores qui dépassent 78 à 80%, que ce soit l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, la géothermie, le gaz vert ou le biogaz, l'énergie éolienne. On a un nucléaire qui a et a eu un effet lié à la crise énergétique qui fait l'objet de clivages nettement moins forts, qui a une cote d'image majoritaire, mais qui est quand même relégué à presque 20 points derrière les énergies renouvelables, et en bas de tableau, les énergies fossiles qui pâtissent d'une cote d'image déficitaire, 37% seulement de bonne image pour le pétrole, 32% pour le charbon. On voit à quel point la hiérarchie est très claire chez les Français. Pour autant, quand on interroge les Français, ils refusent de se laisser enfermer dans un match ou, j'oserais dire, une bataille d'Hernani, nucléaire versus énergie renouvelable, puisque, clairement, ils préconisent un mixte entre nucléaire et énergie non renouvelable. La diversification apparaît comme un principe de bon sens, 56%. Quand on rentre dans le match, si avec un choix unique, on voit que les énergies, les ENR, sont supérieures en termes de choix à l'énergie nucléaire. Et un chiffre fort à droite, 62% des personnes qui sont favorables au développement du nucléaire sont en même temps favorables au développement des ENR. Pas d'opposition stérile, c'est plutôt un en même temps, si je puis dire, si on peut encore le dire, entre le nucléaire et les ENR. Et dans ce contexte, on a une volonté claire d'accélération du développement de ces énergies renouvelables. Le constat majoritairement partagé, il y a très peu de différence selon les catégories, c'est que le développement de ces énergies est insuffisant aujourd'hui en France et, sans surprise, on souhaite les voir se développer d'ici 5 ans. Là aussi, c'est un des enseignements de cette compilation d'études. Les clivages qui étaient très forts par le passé se sont fortement amoindris. Mais les conditions d'acceptabilité demeurent fortes dans un contexte où ces énergies renouvelables, je dirais, pâtissent d'une image assez ambivalente. D'un côté, vous le voyez, on leur associe des bénéfices qui sont bien identifiés, la lutte contre le changement climatique à plus de 75%, la souveraineté énergétique, on sait à quel point depuis le Covid, depuis le juin 40 sanitaire, la question de la souveraineté est devenue majeure dans les attentes des Français, la création d'emplois et surtout, je mettrai en avant, même si ça n'arrive pas en tête, la contribution à l'économie locale.
dans le contexte d'éclipse du politique à l'échelle nationale, où les Français ont l'impression que depuis cette assemblée introuvable sortie le 7 juillet, il ne se passe plus rien à l'échelle nationale. L'économie locale, le repli sur le territoire devient un véritable refuge pour les Français. C'est forcément noté. Alors, le coût, la baisse du coût de la facture d'énergie est citée majoritairement, ce qui est plutôt intéressant comme atout, mais relégué en termes de hiérarchie par rapport aux atouts dont je viens de parler. Mais quand je parlais d'image ambivalente, les atouts sont reconnus, mais il y a également la persistance d'éléments de défiance à l'égard de ces énergies. Là, on craint un impact sonore et sur le cadre de vie, ça fait du bruit, ça détériore le paysage, à un niveau moins élevé, mais c'est majoritaire dans la population. Le fait que ça puisse prendre des places de terres agricoles, le coût de ces énergies, alors c'est cité, je le répète, moins fort que le bénéfice sur la facture, mais c'est fortement cité. Puis il y a une interrogation minoritaire, mais qui touche un Français sur deux, sur la fiabilité de ces sources d'énergie, notamment l'éolien. Emmanuel Wargon en parlait, on va essayer de suivre chaque année avec la Creux des questions très simples et qui sont plutôt, je trouve, les plus intéressantes. Le sentiment d'amélioration, le sentiment d'information des Français sur leurs fournisseurs et sur la capacité à avoir une offre adaptée à leurs besoins, parce que le nerf de la guerre, c'est le faire savoir de tout ce que vous faites. Et effectivement, on a un point zéro qui est, si je puis dire, pour ne vexer personne, optimisable, puisqu'on n'a que 4 Français sur 10 qui estiment que les différentes offres d'énergie sont claires pour en choisir une en toute connaissance de cause. Alors, c'est minoritaire, 41, ça fait également beaucoup de monde, mais le oui tout à fait n'est qu'à 7%. Il faudrait que ça progresse dans le temps, d'autant plus que quand on regarde comment ça se distribue par catégorie, excepté les 50-64 ans qui sont très en retrait, mais ce n'est pas une surprise, c'est la catégorie qui est la plus préoccupée par la question du pouvoir d'achat, c'est la catégorie charnière qui aide ses enfants et qui est parfois aidant pour leurs parents. On a quelque chose qui est relativement homogène selon les catégories. Et en guise de conclusion, de la même manière, preuve qu'il y a encore du travail à faire, mais ce point zéro a le mérite d'exister, nous avons 6 Français sur 10, 57%, qui se sentent mal informés pour choisir un contrat d'électricité ou de gaz en toute confiance. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de compilation d'études non exhaustives, parce que c'est un sujet tellement large qui touche tellement de sujets sur l'énergie. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire à minima, c'est qu'on a changé d'époque par rapport aux très fortes tensions de 2022-2023. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Voilà, qui vont certainement nourrir nos échanges et en particulier le premier tour de table. Donc à mes côtés, alors je vais vous présenter dans l'ordre dans lequel vous vous êtes installés. Laurence Poirier-Diet, directrice générale de GRDF. Nous avons Sylvie Gustave dit Duflo, merci également d'être avec nous, présidente de l'Office de développement de l'énergie de Guadeloupe. Marie-Amandine Sévenin, présidente de l'UFC Que Choisir. Et Bernard Fontana, président directeur général d'EDF. Merci. Alors, je vous propose peut-être un premier tour de table et nous allons peut-être passer la parole dans un premier temps à vous, Marie-Amandine Sévenin. Quel est votre regard sur le rapport des Français à l'énergie? Alors, en rebond de cette enquête IFOP avec pas mal d'ambivalence, hein, justement. Qu'en pensez-vous? Non, mais c'est intéressant et l'enquête le montre. Ce qui a été vécu ces dernières années, ça a été le choc des factures. Il n'y a pas d'autre terme que celui-ci, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut envisager en termes de transition énergétique, tout ce à quoi on peut réfléchir, c'est résumé ces 2 dernières années au fait que les personnes ont vu leur facture d'électricité augmenter. Elles ont vu leur facture d'électricité tellement augmenter, le chiffre a été rappelé, il n'a pas été cité là, mais 38% des gens ont renoncé à un achat alimentaire à cause de leur facture d'énergie. Oui, il y a 23% sur renoncer à un repas. Oui, et 38% sur un achat alimentaire, c'est quand même assez énorme. Et donc du coup, ça a fait un point de crispation qui rend compliqué d'aborder ce sujet autrement que par le biais de l'angle du pouvoir d'achat. Or, il faut aller au-delà aujourd'hui du pouvoir d'achat, il faut aller au-delà de cette crise qui, croisons les doigts, est derrière nous. Ça, j'ai pas de boule de cristal, mais ça a permis de soulever quand même quelques points sur ce qu'on peut apporter aux consommateurs. D'abord, et ça rejoint le dernier chiffre qui a été donné, c'est sur l'information du consommateur. Et je pense que là, le consommateur, c'est vraiment ce qu'il a pu remarquer, c'est qu'en cas de crise, en cas d'augmentation des factures, il ne s'est pas forcément senti bien protégé parce qu'il ne s'est pas senti bien informé, tout simplement. Et quand on retrouve des chiffres du genre 4 sur 10 se trouvent pas assez informés, c'est quelque chose que le consommateur en fait a vécu personnellement. Il s'est senti pris au piège de certaines offres.
Certaines augmentations lui ont pas forcément été communiquées de façon claire. Il s'est rendu compte qu'il pouvait pas forcément facilement changer de fournisseur parce que comparer sa facture d'électricité avec celui d'un autre fournisseur, c'est compliqué parce qu'il y a des endroits où on met des taxes, il y a des endroits où on ne met pas de taxes, il y a des contributions qui sont mises dans une ligne de taxes. Donc tout ça fait que voilà, le consommateur, il a vécu la crise, il a conscience que son pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est important et qui peut être très entamé en cas de crise énergétique. Et il a eu du mal à retrouver sa liberté. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment protéger cette information du consommateur et protéger sa liberté, surtout en lui permettant d'aller vers des offres au fur et à mesure qui vont mieux le protéger et surtout pas l'enfermer en lui faisant par exemple payer des pénalités s'il rompait son contrat et changeait de fournisseur. Et donc, quelles sont les conditions, selon vous, pour que cette transition ou transformation énergétique soit socialement acceptable? Quels sont les grands leviers? Le premier levier, ça va être celui de l'information. C'est le partage de l'information, montrer au consommateur qu'il n'est pas là que pour payer sa facture. Nous, on ne se bat pas à l'UFC Que Choisir pour le prix le plus bas en matière d'énergie. On se bat pour le prix le plus juste. Et le prix le plus juste, c'est celui qui justement va être accepté par le consommateur. Il s'agit de s'entendre sur ce qu'est le prix le plus juste. Alors, le prix le plus juste, c'est celui que le consommateur peut payer, c'est celui qui est en rapport avec les coûts réels de production et un petit peu de marge. Mais quand on a parlé tout à l'heure en introduction de prix qui pouvaient passer de 20 à 80 et puis qui d'un coup atteignent 1000, c'est compliqué d'expliquer aux consommateurs dans quelle mesure ces prix sont acceptables. Ça, c'est pas sur la facture du consommateur particulier. C'est pas sur la facture, mais ça va avoir un impact sur sa facture, indirectement. Alors, ça a été amorti avec les boucliers qu'il y a eu, mais certains n'ont pas toujours bénéficié de tout le bouclier. Et puis, ça crée une ambiance anxiogène aussi. Enfin, je veux dire, quand c'est ça, entend... il y a une incertitude. C'est-à-dire que le consommateur, en fait, il ne sait pas à quoi s'attendre. C'est pour ça que je parle vraiment d'information et de transparence dans la construction du prix. Et donc de liberté pour le consommateur. Et puis de comprendre aussi, vous me l'avez dit, les bénéfices de cette transition. Enfin, pour le consommateur, c'est vraiment de clarifier les objectifs aussi de la transition. Mais bien sûr, il faut que le consommateur y voit un intérêt à la transition et pas forcément qu'un intérêt économique, parce qu'il ne faut pas réduire le consommateur à son pouvoir d'achat. On l'a vu dans ce qui a été énoncé tout à l'heure. Il y a d'autres sensibilités qui jouent. Le consommateur ne fait pas ses choix qu'avec son porte-monnaie. Sinon, ça voudrait dire qu'il mange que des pâtes premier prix et c'est pas le cas. Donc, on sait que le consommateur peut faire d'autres choix que le premier prix, mais il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il puisse voir concrètement ce que ça implique d'avoir une éolienne à côté de chez lui. Voilà, lui, il voit l'éolienne, mais s'il ne sait pas ce que ça veut dire derrière, c'est compliqué après d'aller vers de l'acceptabilité. Ouais, on verra comment les engager dans cette transition en termes d'acceptabilité. Merci beaucoup Sylvie Gustave Di Duflo. Vous êtes élu local de Guadeloupe, vous présidez l'Office de développement de l'énergie de l'île et vous êtes également très engagé sur les enjeux de biodiversité puisque vous êtes également présidente du conseil d'administration de l'OFB. Que vous inspirent les résultats que l'on vient de découvrir de l'IFOP du point de vue d'un territoire ultramarin avec des spécificités bien entendu? Merci à Emmanuel Vargon de permettre d'avoir cette vision outre-mer. Alors, je ne suis pas présidente de l'Office de l'énergie, mais je viens plutôt avec mon regard de présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité et ce regard ultramarin. Évidemment, nous sommes des territoires insulaires, non interconnectés, et évidemment, sur la question de l'énergie, le pouvoir d'achat et la vie chère pèsent aussi très lourd. Si je prends le cas de la Guadeloupe, il faut savoir qu'un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et malgré la péréquation sur les tarifs de l'électricité, eh bien, lorsque vous avez un niveau de vie médian de l'ordre de 15 000 euros, un peu plus de 15 700 euros par an, eh bien, effectivement, cette facture d'énergie, elle pèse. Et elle entraîne cette précarité énergétique, puisque c'est vrai que nous n'avons pas besoin de nous chauffer, mais néanmoins, nous avons besoin d'avoir une ambiance de vie correcte. Donc, on a besoin d'avoir recours à une climatisation. On a besoin d'avoir de l'isolation thermique, puisque nous, les îles Sentinelles, à l'exception de la Guyane, nous sommes en première ligne face au réchauffement climatique. Donc, on a des pics de plus en plus importants sur la température, des canicules marines
aussi de plus en plus importante. Et donc, effectivement, nous sommes, quand je regarde les chiffres qu'a apporté l'IFOP, l'outre-mer aussi s'inscrit dans les données qui ont été présentées. Peut-être encore davantage, et vous vivez vraiment au premier plan le contexte de changement climatique et de nécessité d'adaptation. Là aussi, c'est ce que vous venez de dire à travers cette aggravation des conséquences. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on regarde un petit peu les données apportées par l'IFOP, et on voit un petit peu que la question environnementale et du changement climatique régresse, mais pas tant que ça, parce qu'on retrouve quand même que avoir une transition écologique et énergétique, c'est aussi préserver l'environnement. Et donc, c'est très important. Moi qui viens de la Guadeloupe, au moment où je vous parle, nous sommes le 1er juin. Et donc, au 1er juin, nous subissons actuellement un épisode de brume saharienne d'une intensité tellement importante que nous ne pouvons même plus sortir à l'extérieur. Nous venons de commencer la période cyclonique qui a commencé le 1er juin. Et le 2 juin, nous avons eu le premier cyclone dans le bassin atlantique avec des phénomènes qui explosent en intensité. Là où il fallait une semaine pour passer de catégorie 1 à catégorie 5, aujourd'hui, c'est 24 heures. Et en 2024, ça a été 12 heures sur le plateau du Yucatan au Mexique. Et enfin, nous avons des phénomènes comme l'échouement des algues sargasses qui sont à la fois dus au réchauffement climatique, mais aussi à l'activité anthropique de l'homme. Et nous sommes tout simplement en train nous sommes en train d'asphyxier par les conséquences de ce réchauffement climatique. Donc pour nous, la transition écologique et la transition énergétique en allant vers les énergies renouvelables, c'est une réalité du quotidien. Et en fait, c'est notre survie, parce que nous n'avons pas d'île plan B. Si à Marseille, ça se passe mal, les Marseillais pourront toujours se réfugier à Paris. Mais si... Oui, alors ça va être compliqué, mais... Mais nous... Mais vous n'avez pas de plan B, voilà. Si... Nous n'avons pas d'île plan B. Et donc, nous devons faire face à ce réchauffement climatique. Eh bien, merci pour ce partage poignant pour démarrer cette table ronde. Merci à vous. Laurence Poirier-Diaz, quelle lecture faites-vous alors de cette tension entre ambition climatique et pouvoir d'achat de votre côté ? Vous venez de le dire, hein, Madame, évidemment, les défis de l'urgence climatique sont tels qu'on voit bien il n'y a plus d'options en fait entre transition écologique, décarbonation, c'est une nécessité. Et notre conviction à nous, chez GRDF, c'est que la réussite de cette transition énergétique, elle repose sur un équilibre qui sera nécessaire entre cette ambition climatique et puis l'acceptabilité sociale. Ça signifie qu'on doit avoir une transition juste, abordable et pragmatique. Alors, je vais commencer par juste et abordable, parce que je crois qu'il ne faut pas faire peser sur les seuls consommateurs français tout le poids et tout le coût de la transition. On le sait, la décarbonation, elle a un coût, quelle que soit l'énergie concernée, et maîtriser ce coût, c'est vraiment absolument essentiel. Au quotidien, chez GRDF, on agit concrètement pour maîtriser le coût et avoir une compétitivité au réseau gaz qui reste importante grâce à des gains de performance, grâce à des optimisations de nos activités. On a aussi, je dirais, on est positif parce qu'on sait que la transition des gaz verts, elle sera possible avec une adaptation de nos infrastructures pour distribuer 100% de gaz vert avec des investissements relativement maîtrisés. On est de 6 à 10 milliards d'euros d'ici 2050, ce qui rend cette transition avec une viabilité économique. Mais aussi, on doit avoir une transition qui se fasse de façon pragmatique. Alors, pragmatique, c'est quoi ? C'est évidemment avoir une transition qui fonctionne. Il faut que ça marche. Il faut que ça fonctionne à chaque instant, à chaque seconde, pour que le système énergétique dans sa globalité reste très résilient. Bon, je ne vous fais pas l'affront des exemples récents de chez nos voisins, mais on voit bien que pour garder un mix énergétique équilibré, il faut savoir garder cette résilience tout au long de l'année. Et ça, c'est la complémentarité des réseaux et c'est la complémentarité des énergies. Et le gaz, ça a été dit tout à l'heure par le ministre, c'est une énergie de transition et le gaz vert, c'est une énergie d'avenir. Au moment de la pointe de l'hiver et donc de l'appel de puissance de la pointe hivernale, le gaz joue un rôle fondamental.
fondamentale. Hein. Il y a 30 gigawattheures d'écart entre l'appel de puissance élec et l'appel de puissance gaz, enfin la puissance gaz délivrée par l'ensemble des infrastructures. Donc ça veut dire qu'il faut garder un niveau une gestion holistique de l'ensemble des infrastructures, des énergies, et de manière à minimiser ce coût pour les finances publiques et ce coût pour les consommateurs. Ça me paraît extrêmement important. Une approche pragmatique pour maîtriser le coût et justement avoir, Bernard Fontana, un prix juste de l'électricité. Quel est votre regard sur tout ce qu'on vient de se dire sur l'enquête IFOP et puis la façon dont EDF a été finalement aux premières loges dans toutes ces crises énergétiques que nous avons vécues ces dernières années? Oui, bien l'Europe et la France ont connu une série de périodes de crises successives dans l'énergie et ça a marqué les Français, hein, les clients. Et je ne suis donc pas du tout étonné de voir les réponses aux questions sur l'importance donnée à l'inflation, le lien qui est fait avec l'énergie, et puis les réponses aux questions sur l'évolution des prix que vous avez mentionné. Hein. Alors pendant toute cette période, les équipes d'EDF ont été attachées à travailler avec les clients, à les accompagner, notamment pour les aider à mieux consommer, moins consommer, voir comment on pouvait les accompagner. Et j'ai pu constater la fidélité des clients. Dans les sondages que nous avons, enfin, ils sont restés. Et j'en profite pour les remercier d'être restés avec EDF. Alors, je suis nouveau chez EDF, hein, mais pour moi, EDF, c'est une marque à vocation à inspirer la confiance, à porter à rassurer et à porter une valeur de souveraineté énergétique. Et j'étais sensible au fait que c'est effectivement aussi quelque chose qui est important pour les Français. Alors, heureusement, après les hausses de 2021 et 2022, hein, les prix de l'énergie reviennent à des niveaux qui sont plus conformes aux fondamentaux de nos systèmes. Le gaz, qui avait atteint 170 € par mégawattheure en août 2022, est maintenant plutôt à 35 € par mégawattheure. On voit effectivement les progrès. Et, grâce aux importations de GNL, on est presque, mais pas tout à fait quand même aux situations pré-crise. On est plutôt à 4 à 5 fois les prix aux États-Unis contre 2 fois dans la situation pré-crise. Hein. L'électricité est revenue à des niveaux assez proches de l'avant-crise, mais avec des disparités en Europe. En France, on est plutôt à 60 € par mégawattheure hein, pour le produit annuel de référence. On a retrouvé l'Espagne, hein, qui était passé un moment un peu en dessous. En Italie, c'est plutôt x2, hein, 110 €, l'Allemagne 90 €. Donc il y a une détente au cours des 18 derniers mois et qui est liée finalement à un nouvel équilibre entre l'offre et la demande, puisque la production a augmenté dans le nucléaire et dans les renouvelables, et puis la consommation est plutôt à moins 8% par rapport à ce qu'elle était avant la situation de crise. Alors ça a permis à EDF d'exporter l'an dernier près de 90 TWh et à la France de finalement bénéficier d'une production 10 fois plus décarbonée que celle de ses concurrents européens. Alors, les consommateurs ont été protégés, ça a été évoqué. Maintenant, si la situation a progressé favorablement, il reste à retrouver le ressenti dans les sondages, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est un sujet. Alors, la confiance à retrouver, hein, c'est cette notion de confiance. Ouais. Alors, ce que je peux dire, c'est que la tendance à la détente, on la voit plutôt structurelle. Et c'est un équilibre avec la coexistence du nucléaire et du renouvelable. Et bien sûr, il reste à rassurer les clients sur les perspectives à moyen terme. Et dans ce contexte, justement, sur les perspectives, quelles sont les conditions nécessaires pour maîtriser l'évolution des prix de l'électricité et au final la facture des consommateurs? Comment vous voyez l'avenir? À moyen et long terme, il y a des facteurs positifs avec la décarbonation de l'économie qui va contribuer à l'électrification des usages, hein. De nouvelles applications comme l'intelligence artificielle avec les data centers. Et là, le cadre régulatoire joue un rôle important. Par exemple, en fournissant des signaux de prix qui sont vertueux, ce qui est fait là, notamment avec l'aide de la Creuse sur l'évolution des heures pleines, des heures creuses, c'est un facteur de stabilisation qui est absolument remarquable. Et donc la capacité à donner un cap clair qui va permettre aux acteurs de continuer à investir et de se projeter dans le futur.
J'en profite, puisque c'est leur anniversaire, pour saluer le travail, la Creux et le travail des équipes de la Creux. Merci. Ben voilà, ça introduit le sujet de la régulation. Marie-Amandine Stévenin, comment les dispositifs, selon vous, de régulation peuvent restaurer la confiance des Français et leur adhésion à la transition énergétique? La question de la transition énergétique, c'est ce que je disais, elle est indissociable de l'information qu'on va donner aux consommateurs. Là, par exemple, il vient d'être évoqué des tarifs dynamiques. Ça ne pourra pas se faire sans le consommateur et ça ne pourra pas se faire sans qu'on informe le consommateur. Ce qui est un peu regrettable, c'est que tout est pensé pour qu'en bout de course, ce soit le consommateur qui soit finalement un peu l'adaptateur de tout ce qui s'est passé avant. C'est un choix, c'est lui qui choisit une offre qui soit dynamique ou pas dynamique. Voilà, mais ça dépendra aussi de ce qu'on lui donne comme information sur ce choix. Et se dire qu'on pense tout un système pour qu'au final, ce soit le consommateur qui va permettre justement cette régulation, c'est intéressant, mais ça me paraît peut-être... Il faut faire attention à ne pas tout faire peser sur les épaules du consommateur, parce que j'entends l'idée de se dire, finalement, si tous les consommateurs en même temps lancent leur machine à laver au moment où nous, on a trop d'électricité, on arrivera à réguler. Je l'entends parfaitement, mais ça fait peser sur le consommateur tout un poids que lui n'a pas. C'est pas lui qui a construit le marché de l'électricité, c'est pas lui qui a décidé qu'on ne pouvait pas stocker certaines énergies, c'est pas lui. Donc, je veux dire, lui, il est en bout de course, décisionnaire, et on lui explique que c'est un petit peu sur lui que tout va peser. Je trouve que c'est un petit peu oppressant. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a des consommateurs qui n'ont pas cette liberté. Il y a des consommateurs qui n'ont pas cette souplesse-là, que ce soit par méconnaissance, parce qu'il reste des gens qui n'arriveront pas à distance, depuis leur smartphone, à déclencher le radiateur de la salle de bain, à couper le chauffe-eau de la cuisine et ce genre de choses. On peut faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui, de toute façon, n'y arriveront pas. Il y a des gens qui seront en zone blanche. Il ne faut pas oublier la fracture numérique. Et puis, il y a des gens aussi qui ont juste envie... Ça peut paraître étonnant, mais de 9h à 16h, d'être au bureau pour bosser et de ne pas se dire qu'il faut qu'ils pensent à déclencher la machine à laver. Le mieux, c'est que ça se fasse automatiquement avec une intelligence qui existe. Oui, alors sur l'intelligence artificielle, c'est bien. Même un compteur intelligent, je pensais. Bien sûr. Après, on peut aussi regarder ce qu'on a actuellement comme capacité et essayer de ne pas tout miser sur des intelligences artificielles qui ne sont pas encore développées. En tout cas, peut-être que si ça baisse sa facture, ça peut être une bonne nouvelle. En tout cas, ouais, si aussi, voilà, ça peut participer. Non, mais bien sûr que du point de vue du consommateur, il sera toujours privilégié une forme de régulation plutôt que la sobriété qui a été imposée. Il faut quand même pas oublier qu'en 2022, certains d'entre nous ont envoyé leurs enfants à l'école en manteau parce que les écoles n'étaient pas chauffées. Ça, c'est quelque chose. On a parlé de plein de choses sur l'inflation. C'est quelque chose, je pense, qu'un certain nombre de parents, de grands-parents ou d'oncles et tantes ne sont pas prêts d'oublier, de se dire que, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quelque part, on se dit c'est toujours sur le consommateur qui est en bout de course que tout va peser. Et c'était vraiment à lui de faire le premier sacrifice. Franchement, envoyer ses enfants à l'école en manteau parce qu'on sait que ce ne sera pas chauffé, moi, je mets ça dans la catégorie des sacrifices. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, la régulation, c'est bien, mais il faut aussi que ce soit partagé, mis en valeur et expliqué et pas subi. Parce qu'il y a un moment aussi, les gens qui de toute façon ont déjà baissé le chauffage à 17, ils vont pas pouvoir le baisser plus. Oui, faire attention à ce que ça ne creuse pas davantage les inégalités, qu'elles soient de précarité énergétique ou numérique, comme vous l'avez rappelé. Exactement. Voilà, donc précaution. Sylvie Gustave Di Duflo, comment mieux intégrer les particularités ultramarines dans la politique tarifaire, dans les aides, dans les dispositifs de régulation, selon vous? Écoutez, je pense qu'il faut tout simplement continuer, évidemment, à interroger sur les modèles. Comment favoriser une consommation en journée lorsque nos ressources locales sont à leur zénith? Comment répondre aux défis de l'électrification des usages et notamment celui de la mobilité? Et puis comment rendre chaque foyer acteur de la sobriété énergétique? C'est très important. Nous devons, sur nos territoires non interconnectés, accélérer l'émergence de capacités de stockage d'énergie absolument indispensables à la stabilité de nos systèmes et puis surtout répondre à l'urgence d'un développement massif de nos capacités de raccordement, aujourd'hui en grande souffrance.
nous, les territoires non interconnectés, nous souhaitons fortement encore que les appels d'offres pour nos zones doivent continuer à gagner en précision et en compatibilité avec la réalité des coûts en Outre-mer. Et puis, faire émerger des familles de projets plus adaptés aux spécificités ultramarines, notamment en matière de solaire, d'agrivoltaïsme, de géothermie. Tout cela doit émerger pour que cette transition, le mot que j'ai aimé, que vous avez utilisé, soit juste, inclusive et techniquement robuste. Ces questions, la CRE les partage avec nous. Elle y répond par la régulation des charges de services publics, par le soutien à la maîtrise de la demande d'énergie, par l'encouragement aux projets performants et innovation. Et c'est vrai que pour nous, la CRE est un acteur essentiel pour la transition écologique et énergétique sur nos territoires. Merci beaucoup. Laurence Poirier-Diaz, vous portez de votre côté le développement des gaz verts. On a tout à l'heure parlé d'une approche pragmatique. Ces gaz, ces biogaz, comme on les appelle aussi, sont encore plus chers que le gaz fossile. Comment vous voyez les choses évoluer pour que finalement cette transition reste équitable pour les territoires et aussi les consommateurs et voilà, et pour que peut-être que ce prix baisse à l'avenir? Oui, alors on croit effectivement chez GRDF au développement des gaz verts avec un potentiel de 60 TWh à horizon 2030 et puis un quasi-doublement à horizon 2035. Pourquoi on croit à ça? Parce qu'en fait, en France, on a une filière qui a démarré depuis plus d'une dizaine d'années grâce à la CRE, clairement, que je remercie pour le travail qui a été mené et la façon dont on a pu construire tout ce cadre réglementaire. Pourquoi, je le disais, on est confiant? Parce qu'on a une filière française qui se développe et parce qu'on a des acteurs. On a une agriculture importante, forte. On a des entreprises leaders dans le monde du déchet, de l'eau. Et puis, on a une capacité à monter en puissance avec de nouvelles technologies qui vont se faire jour. Donc, ça veut dire que cette croyance en gaz vert, on a la capacité à la mener avec aujourd'hui plus de 750 méthaniseurs qui sont raccordés au réseau et des régions qui sont très dynamiques comme le Grand Est, les Hauts-de-France ou la Bretagne. Alors effectivement, ce coût du biométhane à la production, il est évidemment plus élevé aujourd'hui que le coût du gaz fossile. Je crois qu'il faut le comparer aussi avec ce qui est comparable, c'est-à-dire les énergies bas carbone appelables à la demande, finalement, et le comparer avec les énergies renouvelables électricité en y ajoutant le coût réseau, le coût de la flex. Bon, l'objectif est évidemment d'aller vers une baisse de ce coût du biométhane. Comment? Parce qu'on a une maturité des passages à l'échelle avec des installations de taille plus grande qui vont arriver. Parce qu'aussi, on croit, et je pense que c'est un élément essentiel dans la roadmap qui doit nous occuper d'ici 2050, c'est aller aussi vers plus de sobriété et d'efficacité énergétique encore, ce qui permettra de consommer moins, mieux, et donc de permettre de consommer vert. Et là-dessus, le régulateur, la CRE, a encore un rôle à jouer. Je veux dire, la régulation, elle est extrêmement importante pour garder une vision cohérente et de long terme, pour garder un cadre qui reste organisé et qui donne de la lisibilité à l'ensemble de la filière. Et puis aussi par le travail qu'on peut mener avec les équipes, tout le travail prospectif, au-delà du travail au moment des périodes tarifaires. Mais tout ça, c'est aussi une préparation de l'avenir qui se fait avec des travaux très importants et qui doit aller au bénéfice du consommateur pour aussi, lui, commencer à ce qu'une partie des contrats ait du gaz vert, à l'éducation finalement des consommateurs sur les énergies renouvelables et puis aller vers une baisse des coûts des énergies renouvelables pour assurer cette transition. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de tout un panel d'offres depuis le début. Vous en proposez beaucoup chez EDF, des heures pleines, heures creuses, les tarifs réglementés, le tempo, les offres vertes. Est-ce qu'il y en a déjà suffisamment? Est-ce qu'il y a suffisamment de variétés d'offres pour répondre aux besoins des consommateurs? Et là encore, comment vous les informez, vous les accompagnez pour choisir exactement l'offre qui correspond le mieux à leurs besoins? Effectivement, donc il faut bien connaître les besoins. Bien, EDF, c'est plus de 5000 conseillers, d'ailleurs tous basés en France,
qui échangent avec les clients particuliers, c'est plus de 350 000 appels par semaine. Donc ça donne quand même une bonne base d'échange avec les clients. Et c'est vrai que EDF développe beaucoup d'offres de marché pour répondre aux besoins exprimés. J'ai vu le challenge qu'on nous a donné de simplification. Il faudra qu'on trouve le bon sondage entre le coût humain et la simplicité de l'offre telle qu'elle est présentée. Ceci dit, peu étonnant après le sondage qu'on a vu, beaucoup de clients souhaitent d'abord réduire les à-coups liés à la volatilité des marchés. Hein. Et là, c'est ce que propose le TRVE avec un lissage sur 2 ans. Donc ça répond bien à cette attente. La sécurité, la visibilité sur l'avenir, ça permet de... Donc, maintenant, ceci dit, on a des clients qui souhaitent des offres très associées à leurs usages, certains avec des heures creuses étendues, alors je ne sais pas quelles sont leurs heures de bureau, ça dépend, d'autres avec des options de recharge de leurs véhicules électriques, pour certains le décalage d'usage en période de tension en échange d'un prix moins cher, donc c'est très varié, il y a beaucoup d'offres là-dessus. Et puis avec les chargés d'affaires, eh bien, nous sommes en relation avec les entreprises, les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes, y compris les fameux électro-intensifs, hein, qui tous ont un challenge de compétitivité et de décarbonation. Alors depuis février, les TPE peuvent accéder au TRVE sans limite de puissance. Et dans le cadre de notre nouvelle politique commerciale, nous augmentons la durée de nos contrats de fourniture qui étaient de 3 ans, qui monte maintenant à 5 ans. Et ça va, je pense, aider à donner cette visibilité qui est attendue. Hein, on l'a vu dans le sondage. Et pour vous donner quelques chiffres, depuis 2024, il y a plus de 12 000 entreprises qui ont signé des contrats à 4 ou 5 ans, avec 22 TWh pour 2028, 14 TWh 2029 et déjà des TWh pour 2030. Alors bien sûr, il y a des appels d'offres, des concurrences, hein, on perd aussi des marchés, mais ça c'est la règle de la concurrence. Pour les plus gros industriels, enfin, nous construisons des offres de partenariat avec de stabilité, de visibilité, de compétitivité. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le sur-mesure. Des options d'effacement, des garanties d'origine, des modalités de prix, des approches de risque. Et je pense que ça fonctionne. Vous avez pu voir que le 15 mai, on a pu signer avec Aluminium Dunkerque sur 10 ans. C'est quand même le plus gros consommateur d'électricité en France, hein, 1% de la consommation française. Et je m'attends à ce que dans les jours, les semaines qui viennent, vous ayez d'autres signatures de cette nature-là. Donc, un panel très, très vaste. Hein. Et indirectement, cela a aussi un impact forcément sur la facture finale des consommateurs. Si on revient à ces particuliers, on a évoqué tout à l'heure cette sobriété qui n'était pas franchement choisie, mais plutôt subie. Comment vous les accompagnez pour que, sans perte de confort, finalement, ils arrivent à mieux maîtriser leur consommation et du coup à diminuer leur facture? Bon, c'est vrai que la crise a un impact sur le comportement français, les nôtres, le mien y compris, hein, quand je suis chez moi. Et aussi, quand j'étais Framatome, on a ajusté aussi, on a optimisé nos consommations. Hein. Et alors, dès 2022, il y a un travail de sobriété. Pour donner quelques exemples, nous avons des outils de suivi de consommation en ligne ou avec les smartphones, pour ceux qui peuvent être connectés. Hein. Et on est passé de 70 millions à 210 millions de connexions par an. Et ce qu'on voit, c'est qu'un client qui se connecte 2 à 3 fois par mois, qui est attentif aux recommandations, baisse en général sa consommation de 10%. Donc c'est quand même significatif, hein, avec quelques routines qu'on peut mettre en place. Et c'est pour ça qu'on est plutôt moins 8% par rapport à la situation après-crise, parce que les gestes qu'on a pris sont devenus des habitudes dans nos modes de vie. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, c'est pérenniser cela, c'est continuer à développer un pilotage intelligent qui soit facile à mettre en place. Par exemple, le chauffage, l'utilisation d'électroménager. Il peut être professionnel avec aussi les solutions de pilotage des bâtiments. Et puis, globalement, cela fait de la place qui permet de développer, d'accélérer l'électrification dans des conditions économiques qui sont favorables. Merci beaucoup. Dernier tour de table sur, alors on voit bien que la préoccupation des Français, c'est bien sûr le pouvoir d'achat, ça on l'a compris, la maîtrise de la facture. On a eu des informations sur l'évolution, les tendances des prix à venir. Comment dans ce contexte-là favoriser l'acceptabilité de la transition énergétique? On a vu aussi dans l'enquête IFOP que si les Français sont extrêmement favorables aux énergies renouvelables, si ce n'est pas dans son jardin, c'est quand même mieux.
si j'ai bien compris, enfin je fais un résumé. Du côté de la Guadeloupe, comme d'autres territoires d'outre-mer, vous disposez pas de ressources naturelles, alors vous n'avez pas de nucléaire, mais vous avez de la ressource locale. Comment vous favorisez, comment selon vous, quel levier vous identifiez pour accélérer la transition de matière juste, inclusive et ancrée localement et de favoriser cette acceptabilité locale pour les nouveaux projets? Écoutez, pour cela, nous nous sommes fixés un objectif. C'est vrai que du côté de la Guadeloupe, les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est 35% dans le mix énergétique. Et c'est vrai qu'avec la transition énergétique et l'apport de, de combustible en substitution au charbon, fera que vers 2030, nous devrions passer à pratiquement 100% dans notre mix énergétique. Donc pour nous, c'est vraiment très important. Et surtout, ce que nous avons pu constater sur notre territoire, c'est l'appétence en fait de la population lorsqu'elle est informée à aller vers cette transition énergétique. Il n'y a jamais eu autant de réunions publiques sur l'hydrogène. Voilà. Alors, peut-être que ça peut vous sembler incroyable, mais nous, on rêve d'avions qui volent à l'hydrogène parce que tout simplement, aujourd'hui, le coût des transports entre Pointe-à-Pitre et Paris est juste pas soutenable pour les foyers. Je ne sais pas si ça va vraiment faire baisser le coût des transports, l'hydrogène, mais bon. En tout cas, les Guadeloupéens rêvent de transport à l'hydrogène et d'un coût énergétique qui pourrait diminuer les frais de transport et nous permettre d'avoir cette continuité territoriale que nous appelons de nos voeux avec la France hexagonale. Donc, évidemment, nous avons beaucoup de ressources, le solaire, l'agrivoltaïsme, je l'ai dit, mais également la géothermie. Et je dois dire que Emmanuel Vargon est venu co-présider avec nous à la région Guadeloupe un copil sur les déchets avec une option que ces déchets puissent devenir en partie des combustibles solides de récupération. C'était très important qu'on puisse avoir la vision de la Creux et sur cette direction que prend les projets à la fois déchets et énergie pilotés par la région Guadeloupe. Donc voilà, nous n'avons pas le choix, je l'ai déjà dit, et nous sommes une population avec énormément d'appétence pour aller vers ces énergies renouvelables. Simplement, il faut nous aider à pouvoir acheter, ne serait-ce que des panneaux photovoltaïques, ne serait-ce que tout le matériel nécessaire pour pouvoir utiliser les énergies renouvelables chez nous, puisque, je le rappelle, le coût de vie médian est inférieur, mais surtout, le niveau de vie, il est de 16% plus cher que dans l'Hexagone pour la Guadeloupe, 14% pour la Martinique, 9% pour la Réunion, et nous avons jusqu'à 42% plus cher sur le panier alimentaire. Donc ça pèse très très lourd. Merci beaucoup. Bernard Fontana, comment EDF justement accompagne les territoires ultramarins dans cette transition énergétique à partir de leurs ressources propres pour qu'elles restent acceptables? Effectivement, on les accompagne, on regarde de très près. Hein. C'est pour nous un peu une avant-garde de la transition énergétique avec des proportions croissantes de renouvelables en temps réel. Et en même temps, ce sont souvent des petits systèmes, parfois isolés. Il faut garantir la sûreté et la stabilité électrique du système. Et donc, pour cela, EDF mobilise des technologies de pointe, par exemple des compensateurs synchrones, des technologies de cette nature, ce qui nous suppose d'ailleurs des investissements significatifs, qui soient humains et financiers, et puis bien sûr un dialogue avec les autorités locales et la population pour trouver le bon dosage. Alors pour financer cela, ça peut se faire par la part production des tarifs réglementés de vente, des charges de service public de l'énergie qui sont financées par l'État, puis une part des assises sur le gaz et l'électricité qui y sont allouées. On est engagé et il existe une biodiversité exceptionnelle, ça a été évoqué, et les équipes me disent que 80% de la biodiversité française se trouve dans les départements et territoires d'outre-mer. Et donc, par contre, il faut une intégration fine avec les enjeux environnementaux qu'il y a. Et je confirme les chiffres qui ont été donnés. En 2024, le mix énergétique était 50% énergie renouvelable
dans ces territoires, donc 92% à La Réunion, avec une conversion progressive des centrales au fioul vers des biocombustibles, conformément aux PPE qui sont validés localement. Donc EDF contribue à ça donc, au quotidien, mais aussi en travaillant au bilan prévisionnel à 5 ans, au-delà, qui permettent de structurer une action. Donc des zones très intéressantes, et je viendrai bientôt d'ailleurs à La Réunion. Voilà. À La Réunion, Première en Guadeloupe. Première étape. Dans les territoires ultramarins. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va parler d'acceptabilité, le développement d'infrastructures énergétiques renouvelables, Laurence Pouraille-Datz, y compris les méthaniseurs, je vais y arriver, oui, voilà, mais les méthaniseurs peuvent susciter quelques oppositions locales. Comment vous voyez les choses pour favoriser l'acceptabilité de ce gaz qui va se transformer ? L'acceptabilité des projets de méthanisation, elle ne se décrète pas, hein, elle se construit. Je dirais même qu'elle se co-construit. Elle se co-construit territorialement avec les élus locaux, d'abord, qui veulent vraiment, sur leur territoire, valoriser ces ENR, valoriser ces déchets et consommer aussi ces énergies. Elle se construit avec les riverains, qui souvent découvrent, donc qui ont besoin de comprendre ce qui va se passer, comment ça fonctionne, quelles vont être les nuisances, qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qu'on en fait de ce biogaz, de ce biométhane. Elle se construit avec les agriculteurs. En fait, voilà, il y a des outils maintenant. Je pense qu'on a beaucoup progressé sur le sujet. Il y a plein de choses qui se font, des visites sur des méthaniseurs existants, des rencontres publiques, des occasions d'échanger qui permettent d'aller vers cette accessibilité. Ce qu'on constate, c'est que quand finalement les uns et les autres, je dirais, commencent à comprendre tous les impacts sur les emplois locaux, sur l'économie circulaire, sur le traitement des déchets, sur cette capacité avec l'énergie produite à faire rouler les bus pour le ramassage scolaire ou chauffer la piscine ou autre, eh bien on sent que là, on a évidemment une acceptabilité bien meilleure, même si, et on l'a dit, on le voit dans l'étude, vous le disiez, voilà, c'est vrai que on est toujours un peu tous très contents, mais pas tout à fait à côté de chez nous. Ça reste un réflexe peut-être français, mais néanmoins, on voit qu'on arrive à avancer et à faire les choses. Et après installation, très souvent, les bénéfices sont là et finalement, les choses se passent extrêmement bien. C'est arrivé un certain nombre de fois où, avant démarrage du méthaniseur, il y avait beaucoup de critiques. Et puis, un mois après, les riverains disaient quand il démarrera, on verra ce que ça donne. Oui, mais il est déjà démarré depuis un mois. Ah bon, mais on n'a rien entendu et on ne voit pas et on ne sent pas. Ben non, effectivement, il y a tout un tas de contraintes qui finalement sont imaginées et qu'on ne retrouve pas dans la vie et qu'on connaissait par ailleurs avec les effluents d'élevage, par exemple. Donc de la concertation, de l'accompagnement, du dialogue, de la transparence et effectivement, il y a même aussi des citoyens qui font créer des associations pour avoir les retombées économiques aussi de ces projets sur le terrain. Comment vous voyez aussi la place du consommateur dans cette transition énergétique ? Oui, je pense que là, ça a été dit avec la concertation. Nous, UFC Que Choisir, on est une fédération, donc on est 130 associations locales réparties sur le territoire français et ultramarin, mais pas en Guadeloupe. Désolée. Et du coup, c'est vrai que nos associations locales participent aussi activement aux concertations qui peuvent y avoir sur justement des projets d'installation et contribuent aussi, avec l'aide aussi de l'association plus nationale, sur l'information. Je pense que ce sont vraiment les deux maîtres mots, c'est concertation et information qui vont nous permettre d'avancer ensemble. Et là, je pense que la CRE a aussi un rôle à jouer, parce que la CRE, c'est une autorité technique, mais c'est aussi une autorité morale qui peut se positionner sur justement des orientations un peu fortes en faveur du consommateur, sur ce qui est information et concertation. Merci beaucoup. Juste le mot de la fin, Sylvie Gustave-Duflou, vous m'avez partagé en préparant cette table ronde que vous sentiez une inquiétude palpable chez les jeunes autour de vous. Est-ce qu'il y avait un message justement pour peut-être redonner le moral, de l'espoir à cette population, à cette jeunesse ? Oui, effectivement,
je suis maître de conférence à l'Université des Antilles. Ma formation, je suis neurobiologiste de formation. Et donc souvent, je discute avec mes étudiants sur cette perception de la transition écologique et énergétique. Et souvent, ils me disent, en fait, nous voulons travailler, mais il faut que ce travail ait un sens. Évidemment, gagner sa croûte, mais s'assurer que le travail que nous allons faire puisse assurer un futur pour notre planète. Parce que beaucoup d'entre eux pensent qu'aujourd'hui, qu'il n'aura pas, dans quelques années, la planète sera invivable pour la vie humaine. Et donc, c'est à nous, collectivement, énergéticiens, naturalistes, collectivités, élus de tous bords, à leur redonner confiance en leur disant que nous essayons de faire le maximum de ce qui doit être fait. Et puis, parce que finalement, nous n'avons pas d'autre choix, je le dis, que d'adopter toutes ces formes de transition énergétique, transition écologique, parce que c'est le futur de notre planète que nous assurons tout bonnement. Et donc, voilà, en tant que présidente de l'Office français de la biodiversité, je tenais à faire passer ce message, parce que je sais que nous ne sommes pas beaucoup appréciés en ce moment par le monde agricole, mais simplement pour dire que, voilà, toutes ces transitions sont absolument nécessaires. Et je rappelle, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète plan B. C'est ça, il n'y en a qu'une. Merci beaucoup, un grand merci, bravo à tous les quatre pour vos enseignements, vos partages d'expérience. Merci beaucoup.